m'entend? Parfait. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. On va parler un peu de la sexiness des sociétés pour les développeurs. Euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis développeur de formation et comme pas mal d'entre vous, j'ai reçu plein d'offres d'emploi qui étaient vraiment pas terribles, voire vraiment pourries, et j'en reçois toujours. J'imagine que pas grand monde répond à ces offres d'emploi et des fois je me dis c'est dommage parce que ça pourrait être intéressant si c'était bien fait et, euh, et du coup j'y réponds pas et ça m'énerve plutôt parce que la personne n'a pas compris ce que je recherchais. J'étais dev dans quelques sociétés où j'ai fait du recrutement et aujourd'hui je suis directeur d'une société de Human Coders que j'ai lancée il y a un poil plus d'un an. L'an dernier j'étais à Devox pour présenter la méthode que j'avais utilisée pour la lancer. Donc c'était une conf sur Lean Startup. D'ailleurs, je remercie vraiment Devox pour l'ouverture, parce qu'à chaque fois, j'arrive avec des talks qui ne rentrent pas du tout dans le sujet de Devox. Et je pense qu'il doit se tordre le cerveau pour savoir s'ils prennent la conf ou pas. Et donc voilà, donc l'année dernière, c'était du Lean Startup, et cette année, c'est plutôt orienté recrutement. Euh, je voulais juste faire un petit mot sur ce qu'on fait, parce que c'est important pour comprendre la suite. L'idée, c'est qu'on avait deux frustrations, on est deux cofondateurs, on avait deux frustrations. La première, c'était qu'on était entouré de développeurs qui, sortis de l'école, faisaient plus de veille. Et on essayait de les tirer à venez à des événements, venez lisez nos flux RSS, etc. Et on avait du mal à le faire. Mais c'était une vraie frustration parce qu'on a le sentiment que c'est important pour les développeurs de faire de la veille. Donc du coup, on a sorti un site d'actu qui s'appelle Human Codar News et qui est un site d'actu pour développeurs. Et on avait sorti la section Java il y a pile un an, donc c'était annoncé exprès pour Devox. Une autre frustration, c'était le recrutement. C'est que on s'est dit, il y a peut-être moyen de guider les recruteurs, parce que après tout, ils sont pas développeurs, donc ils ont des raisons de pas comprendre ce qu'il faut faire. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de faire un job board où on a juste une belle audience. C'est l'audience des gens qui lisent l'actu chez nous, on n'achète pas d'audience. Et du coup, a priori, ils ont une bonne audience dès le départ, donc ils n'auront pas trop besoin de filtrer. Et on va essayer de les driver pour qu'ils fassent les meilleures annonces possibles. Euh, je reviens à la veille, c'est que la veille, il y a des gens qui savent s'auto-former, qui lisent de l'actu tous les jours, etc. Et puis il y a des gens qui peuvent être des fois un peu déconnectés ou qui ont besoin de monter en compétence sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et pour les aider là-dessus, on a monté un organisme de formation. Aujourd'hui, on a une quinzaine de formations et on forme sur du Ruby, sur du Symfony, sur du Git, etc. Et enfin, dernier truc, c'est tous les deuxièmes mardis du mois, on organise des événements dans Civil en France. C'est des talks de 10 minutes destinés à tous les développeurs. Et on a des sujets divers et vraiment très divers, vraiment très très divers sur plein de sujets tech. Donc vous pouvez regarder les sujets, rien que les sujets, c'est assez rigolo. Donc j'ai fini pour Human Coders et vous pouvez voir vous pouvez aller voir sur notre site pour voir ce que c'est et vous pouvez nous embêter pendant toute la conf sur Twitter. Donc j'arrive à la conf. Euh, Pourquoi plaire aux développeurs? Donc c'est le sujet de départ, c'est comment une société peut plaire aux développeurs. Alors à quoi ça sert? La première, c'est réunir une communauté de développeurs. Donc ça peut être, vous avez une API et vous souhaitez qu'il y ait des développeurs qui se renseignent sur l'API, qui construisent des libs, etc. Donc ça peut être une idée pour travailler votre sexiness. Ça peut être pour garder les développeurs en interne. A priori, si votre société plaît et que vous mettez des bonnes pratiques en interne, il y a des chances que les développeurs restent plus que si vous ne le faites pas. Troisième point, ça peut être l'open source. Vous pouvez avoir besoin de gérer des communautés sur des outils que vous avez développés. Et là, pareil, c'est que vous allez devoir paraître sexy si on sent que vous avez mis le projet en open source juste pour exploiter des gens qui auraient du temps libre. Ça risque de moins bien marcher que si vous êtes super sexy et qu'on sent que vous avez une belle dynamique. Et puis le dernier point, celui que je vais le plus aborder aujourd'hui, c'est le recrutement. C'est que bien sûr, une boîte qui est sexy, c'est bien plus facile pour elle de recruter qu'une boîte qui a une mauvaise réputation. Alors avant d'expliquer comment, le plus important c'est en fait de comprendre ce que les développeurs cherchent. Et c'est peut-être là où il y a le manque en fait. Donc on a la chance d'avoir pas mal de développeurs autour de nous, et du coup on leur a posé la question. Donc on leur a dit, ben voilà, c'est quoi qui pourrait vous faire venir dans une société plutôt qu'une autre? Et voilà les réponses. Une réponse c'est je veux apprendre.
C'est vraiment un truc qu'on retrouve chez les développeurs. La preuve, il y a plein de développeurs qui viennent à Devoxx. Bah, c'est pourquoi? C'est pour apprendre. Et donc le développeur est un public qui souhaite apprendre de nouvelles techno, qui souhaite bouger, etc. Donc c'est vraiment quelque chose à mettre en place dans vos sociétés, de communiquer dessus, de laisser du temps pour que les gens puissent former. C'est vraiment quelque chose d'important. Et de toute façon, on ne tient pas très longtemps sans faire de veille, c'est que petit à petit, on se déconnecte. Et malheureusement, on est dans un marché qui évolue très vite. Et si on ne suit pas, ben, notre valeur diminue et on n'est plus à jour là-dessus. Autre point, c'est je veux travailler avec des gens compétents. C'est quelque chose qu'on a remarqué aussi, c'est que l'équipe est très importante pour les développeurs. Et du coup, ça peut être vachement bien de dire, bah, écoute, si tu viens chez nous, tu vas bosser avec un mec qui est expert en MongoDB et un mec qui est expert en Java, je sais pas quoi. Et, euh, et ça peut être, c'est un très bon argument pour les gens. Et c'est encore une fois un moyen d'apprendre en fait. Donc, soit apprendre tout seul, soit apprendre aux côtés de gens qui sont très compétents. Une autre phrase qui revient souvent, c'est je veux travailler dans un cadre agréable. Alors les développeurs aujourd'hui sont dans une situation plutôt confortable, c'est qu'on reçoit très souvent des offres d'emploi et des bonnes offres. Et du coup, on a du choix. Et vu qu'on a du choix, mais on préfère les boîtes les plus sympas. Et du coup, s'il y a un super fauteuil, et j'ai un super ordi, et c'est calme, quand je rentre dans la boîte, on m'offre un abonnement Spotify, comme ça je peux écouter de la musique, et ta. Voilà. Et tout ça, ça joue aussi, ça montre une certaine démarche de la société. Autre point, on revient un peu au début, c'est je veux pouvoir changer de techno, c'est que les développeurs vont se lasser. Voilà, peut-être après 10 ans de J2E, j'ai peut-être envie de faire une autre techno pour découvrir autre chose. Et c'est quelque chose d'important et ça vaut le coup de communiquer dessus aussi. Le salaire, bien sûr. Donc évidemment, aujourd'hui, il y a de la concurrence, c'est que ben, les développeurs sont assez démarchés. Et du coup, c'est évidemment un facteur de décision. Il y a l'open source aussi qui revient très souvent. C'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de développeurs et on aime bien contribuer à des projets qui nous tiennent à cœur. Donc c'est quelque chose aussi qui peut être intégré dans une démarche d'entreprise, ça peut être vraiment pertinent pour la société. Et si vous avez des libres que vous utilisez régulièrement, ben, c'est peut-être bien d'enlever les bugs dedans, comme ça ben, quand vous l'utilisez, il n'y en a plus. Et dernier point, c'est peut-être le plus important, c'est je veux de la considération. On le voit surtout dans des grosses boîtes qui prennent pas trop attention aux développeurs. On voit des annonces et ça peut être un peu agressif. Typiquement, hier, je me baladais à Devoxx et puis il y a une fille qui m'interpelle quand je me balade et elle me dit, elle me demande qui je suis, puis je me présente et je vois très bien qu'elle m'écoute pas et j'y donne mon email et puis la conversation se termine. Et j'étais un peu gêné là-dessus. L'autre jour, je vais au Tech Days et donc on avait des cartes comme ça avec un QR code. Et il y a une fille qui me prend la carte et elle me dit même pas bonjour, elle me scanne. Et ouais, ça me donne pas très envie d'aller dans la boîte en fait. Et donc voilà, donc c'est vraiment des cas extrêmes, mais c'est très important de comprendre ça. Pour chiffrer tout ça, donc on a demandé à nos communautés de nous dire c'est quoi donc c'était un sondage Facebook. Alors demander c'est quoi les critères les plus importants qui vous feraient choisir une société plutôt qu'une autre. Donc voilà dans l'ordre. Donc on a l'équipe en premier. Je sais plus, il y a 300-400 votes dessus, donc ça commence à être pertinent. L'équipe en premier, le salaire, les technos, la culture d'entreprise et tout en bas, l'activité de la société. Et alors ça c'est marrant, c'est que tous les recruteurs, je sais pas s'il y a est-ce qu'il y a des RH ici? Je vais pas demander qui. Ok, donc il y a 3-4 RH. Est-ce qu'il y a des développeurs qui font du recrutement? Ok, et des développeurs qui font pas de recrutement? Ok. Et donc, j'imagine que tous ceux qui ont fait des annonces, si vous avez regardé un peu comment les annonces sont faites d'habitude, bah, vous avez démarré par une description de la société, comme tout le monde. Et puis vous avez inventé la description de la société, vous avez inventé la société en prenant la page de base de la société, vous l'avez collée là-dessus. Et en fait, bah, ça sert à rien, les développeurs s'en foutent. C'est que vous pourrez en discuter plus tard, mais dans un premier temps, c'est pas ça qu'ils cherchent. Donc ils vont chercher vraiment une équipe, donc commencez vos offres d'emploi par bah, vous serez accompagné d'un CTO qui a telle expérience. Vous allez pouvoir parler du salaire. Vous allez pouvoir parler des technos. C'est vraiment très important. Et à la fin, si vous voulez, vous pourrez mettre une petite phrase sur votre société. Sur notre job board, on a limité la description de la société à 60 caractères, plus un lien. Donc si les gens s'intéressent à votre société, bah, ils iront voir sur votre site. A priori, il est fait pour ça.
Donc voilà, c'est vraiment très intéressant ce vote-là. Oui. Euh, Comment recruter? Alors, il y a les offres d'emploi, certes, mais il y a d'autres canaux. Ça peut être le réseau. Donc vous avez soit des développeurs en interne à qui vous pouvez demander est-ce que vous connaissez pas quelqu'un? Vous aussi, peut-être, vous connaissez du monde. Il y a les cabinets de recrutement qui vont vous permettre de déléguer absolument tout le recrutement et s'occuper de tout. Le problème des cabinets de recrutement, c'est que ils vont pas pouvoir communiquer sur la plupart des points vraiment intéressants que j'ai décrits tout à l'heure. Après, vous pouvez vous déplacer dans un événement, donc typiquement Devox, c'est un très bon moyen, donc soit en organisant l'événement, soit en le sponsorisant, soit en faisant des confs. Les offres d'emploi, bien sûr. Tout ce qui est marque employeur, donc on en parlera un petit peu après, c'est l'image que vous pouvez donner. Et voilà, donc c'est différents canaux que vous pouvez activer tous séparément. Je reviens sur l'offre d'emploi, et après on abordera des moyens un peu plus originaux que l'offre d'emploi. Donc comment faire une belle offre d'emploi? Donc voilà une offre d'emploi standard, qui est vachement grande. Donc l'important c'est de mettre un titre clair. Donc on a remarqué ça, c'est que les titres fantasy ça marche moins, c'est qu'il faut comprendre dès le titre qu'est-ce que c'est. Pas un titre flou, c'est qu'on voit des offres d'emploi avec marqué je cherche un développeur web. Bon, mais ok, je vais être obligé de la lire pour savoir ce que c'est. Et pour le moment, je vais la passer parce que je vais penser tout de suite, d'après le titre, que la personne qui l'a écrit ne connaît pas de quoi elle parle. Donc je vais demander un titre clair, donc je cherche un développeur Symfony 2 plus MongoDB. Ok, et du coup, si je fais pas de Symfony 2 ou de MongoDB, a priori, je suis pas intéressé, ça permet de sectionner très vite. En plus, on est dans un monde où Google compte beaucoup, et si vous mettez ces mots-clés dedans, a priori, le développeur qui cherche un job Symfony 2 va taper offre d'emploi Symfony 2 dans Google et va tomber sur votre annonce. Dans le corps de l'annonce, donc on met pas de la société, on s'en fout. Vous communiquez sur la techno, sur l'équipe, sur la culture d'entreprise. Il y a des moyens de communiquer là-dessus, c'est par exemple sur la culture d'entreprise, un bon moyen c'est tout ce qui est photo et vidéo. Alors, pas de photos corporate où on a payé un photographe super cher pour faire des belles photos avec une magnifique profondeur de champ, c'est pas ça. Ça va être plutôt de la vraie vie. Voilà, c'est moi si je débarque dans un local demain, je prends une photo à l'iPhone et c'est ça que je veux voir. On va vite voir si c'est du fake ou pas. Donc je veux voir une belle photo pour que moi, développeur, je me rende compte de comment ça va être demain si je viens chez vous. Et pareil pour la vidéo, on avait quelqu'un qui avait posté une annonce chez nous, qui avait pris son appareil photo, son iPhone, qui l'a mis en mode vidéo, et en fait il s'est baladé dans les locaux, ils sont une dizaine, et il a dit, ben voilà, je te présente Paul, donc tu seras à côté de Paul, tu seras ici avec cet iMac là qui sera pour toi, là c'est Pierre qui sera en face de toi, et on a toute la visite comme ça des locaux, ça tremble, etc. Mais c'est vachement bien parce on sait où on est, quoi. Donc c'était une super idée. Les avantages. Ça, c'est un point important aussi, c'est que c'est un moyen de se différencier. C'est pas forcément des avantages financiers. Ça peut être, il y a du bon café, ça peut être, on vous offre un abonnement Spotify, donc jouez sur la considération. Donc voilà, c'est à quel point vous prenez soin des gens qui rentrent. Donc description courte de la société, et j'ai fait tous les points. Et assez court parce que c'est quand on cherche du taf aussi, on lit beaucoup d'offres d'emploi et c'est pénible d'avoir du bruit ou des trucs comme ça, mais j'y reviendrai après. Donc pour résumer un petit peu les bons conseils, l'idéal c'est de la rédiger par un développeur parce qu'il y a du coup un gros point technique à mettre dedans et une liste de tags suffit pas. On voit souvent des RH qui mettent bon, ben, J2E, Java, programmation objet, MVC, nanana. Et c'est pas intéressant parce qu'on voit très bien que elle a juste demandé à un développeur de mettre une liste de mots-clés. Donc vraiment écrite par un dev. En partie en tout cas. Environnement technique et plus les défis techniques. Les défis techniques, c'est vachement intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas que la techno, il y a aussi qu'est-ce que je vais faire de cette techno-là. S'il faut que je développe un algo pour quand j'achète un produit, ben, on me propose d'autres, c'est vachement intéressant, ça plaira à beaucoup de devs. Et c'est dommage de ne pas le marquer parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. L'équipe, comme je le disais tout à l'heure, l'ambiance avec des photos, des vidéos. Communiquer sur la culture d'entreprise. Si votre délire c'est d'aller faire une partie de billard tous les jeudis soirs, c'est vachement intéressant parce que ça montre vraiment l'ambiance de la société et on veut le voir. Et c'est vachement plus intéressant que de savoir votre chiffre d'affaires de l'année ou un truc comme ça.
Et la possibilité d'apprendre, c'est très important. Si vous êtes capable de communiquer sur le temps de veille laissé aux salariés, si vous êtes capable de dire, ben voilà, nous on offre des formations, c'est quelque chose de vachement important. Et puis les avantages, comme je disais tout à l'heure. Alors les trucs à pas faire maintenant. Donc l'important c'est de parler développeur et de pas parler RH. Euh, donc voilà ce qu'on peut trouver dans une offre d'emploi. Donc quand c'est rouge c'est pas bien, quand c'est bleu c'est bien. Donc vous êtes rigoureux, polyvalent, passionné, vous avez un esprit d'équipe, ok. Vous adressez à des gens qui font beaucoup de veille, qui ont un paquet d'années d'études, qui se frappent des technos super compliqués. Bon, j'imagine qu'un développeur est plutôt rigoureux en général. Et puis l'entretien est fait pour ça. Et a priori, quelqu'un qui est pas rigoureux, je pense pas qu'il va s'arrêter à ça de toute façon. Ah mince, je suis pas rigoureux, je vais pas postuler. Donc ça va pas marcher. Donc ça, je veux pas le voir, on s'en fout, c'est du bruit. Autre truc que je veux pas voir, vous avez 10 ans d'expérience en Java, en Haskell, en Clojure, vous avez travaillé plus de 50 ans dans le e-commerce de jeux de cartes. Ok, il y a des profils qui n'existent pas aujourd'hui, c'est très compliqué de recruter un développeur. Voilà, soyez un peu cool sur les critères de choix. Les développeurs sont des gens qui peuvent apprendre et plutôt que de sélectionner quelqu'un qui est super compétent, peut-être prenez quelqu'un qui n'a pas ces compétences aujourd'hui, mais donnez-lui les moyens de les apprendre et ça marchera souvent beaucoup mieux. Autre truc que je veux pas voir, c'est présent dans 13 pays européens. Donc c'est un truc que j'ai chopé, j'ai juste changé les chiffres pour pas qu'on reconnaisse. Le groupe a réalisé X millions de chiffres d'affaires, et c'était très long, très très long, très très long, très très long, et je m'en fous. Voilà, si je veux le savoir, j'irai sur société.com ou j'irai sur la page web de la société, mais c'est pas ça qui m'intéresse dans un premier temps, et c'était bien sûr au début de l'annonce. Donc ce que j'aimerais voir, c'est juste à la limite, ce que fait la boîte, très court, à la fin. Donc voilà, on a une plateforme d'échange et de recrutement pour étudiants. Ok, j'ai ce que je veux, et ça me suffit pour le moment, et je poserai d'autres questions, peut-être à l'entretien, et ça se trouve, j'en poserai jamais, parce que mon taf, c'est d'être développeur, et c'est pas de monter la boîte. Quand vous faites venir un plombier chez vous, bah, vous y écrivez pas, bah, attends, je te préviens, moi j'ai des super tableaux au mur, ou j'ai un super canapé. Non, le mec, il vient pour réparer les tuyaux. Non, bah, nous, on vient pour le code, quoi. Euh, un truc que je veux pas voir, c'est cherche développeur web. Bon, c'est super flou dans le titre. Soyez précis. Voilà, cherche un développeur Symfony 2 plus MongoDB. Ok, je sais ce que je vais faire. Quelque chose qu'on voit très souvent aussi, c'est le candidat devra ou le profil devra. Euh, je sais pas, j'aime bien un petit peu d'humanité. Alors, ça fait très très impersonnel. Je sais pas, peut-être juste un vouvoiement, je trouve que ça passe souvent beaucoup mieux. Vous devrez. Et c'est souvent plus agréable. Encore mieux, les annonces qui marchent bien sont des annonces où vous ne faites pas une liste de compétences requises, mais plutôt une description de ce que la personne va faire. C'est vraiment une bonne démarche. Souvent, les annonces sont construites en voilà, en liste de critères de sélection et plutôt dire, ben voilà, chez nous, vous ferez ça, vous ferez ça, vous ferez ça, et la personne qui va lire va se sentir concernée ou pas, et vous contactera comme ça, et c'est beaucoup plus agréable à lire en fait. Et ça change rien. Aussi, ce que je veux pas voir, c'est les avalanches de mots-clés qui servent à rien. Donc J2E, Java, programmation objet, savoir taper au clavier. Ok, a priori, si je fais du J2E, je connais Java. Si je connais Java, je connais la programmation objet. Si je connais la programmation objet, il y a des chances que j'ai déjà tapé au clavier une fois dans ma vie. Et du coup, bah, marquez J2E et ça suffit. Et par contre, peut-être étalez-vous sur d'autres technos qui sont plus intéressantes que ça. Donc maintenant que vous avez une magnifique annonce, où c'est que je peux la poster? Alors ça c'est marrant, c'est une question qu'on nous pose souvent sur notre job board, c'est ils nous disent ouais, vous avez combien de visites par mois sur votre job board? Ok. Euh, c'est pas pertinent parce que imaginons j'ai des milliers d'annonces sur mon job board. Même si j'ai un fort trafic tous les mois, bah, en fait chaque annonce est très peu visible. Et on ne nous pose jamais la question de combien de visites à mon annonce. Et en fait c'est ça qu'il faut regarder. Donc il y a des job boards qui font le travail de communiquer là-dessus. Donc c'est ces questions-là. Donc c'est quelle sera la visibilité de mon annonce? Et c'est la bonne question à poser, c'est à combien je peux m'attendre de visites sur mon annonce? Une autre question super importante, c'est la qualité de l'audience. C'est très bien d'avoir plein de visiteurs, mais sont-ils bons? Et donc là aussi, c'est important de se poser la question, c'est quoi les canaux de communication de ce job board? Comment les développeurs viennent? Et du coup, qui c'est qui va lire mon annonce? Donc pour ça, c'est privilégier vraiment souvent les petits job boards.
Il y a Nicolas Martignol, par exemple, qui est connu ici pour avoir un l'Expressboard. Il a depuis très longtemps un blog sur Java. C'est vraiment lu par les développeurs Java passionnés, et du coup, ces développeurs connaissent aussi le job board, et du coup, vous avez une audience vraiment quali sur les développeurs Java. On a fait le même travail sur des news plus généralistes, donc on a plein de techno, et pareil, on a 90% de notre trafic qui vient de ces sites d'actu, donc les gens qui vont lire les annonces sur Human Coder Jobs sont des gens qui lisent l'actu chez nous. Et du coup, vous avez vraiment une audience qualifiée, vous embêtez pas à trier un max, parce que les candidatures vont être qualifiées assez souvent. Et dernier point, c'est que quand on poste une offre d'emploi, on a souvent envie de la rediffuser soi-même, et c'est se poser la question, est-ce qu'elle met en valeur mon offre d'emploi? C'est qu'il y a des job boards vraiment dégueulasses, et c'est dommage parce que vous allez peut-être toucher une audience, mais vous allez rien pouvoir faire de cette annonce, vous n'allez pas pouvoir la diffuser, etc. Et ça peut être aussi un argument de choix. Donc voilà pour les offres d'emploi, pardon. Et après, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a moyen de faire encore plus original que des offres d'emploi? Parce que c'est très classique. Est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens un peu plus funky, un peu plus originaux, qui pourraient vous différencier? Il y a vraiment besoin de différenciation là-dessus. Donc pareil, j'ai posé la question à nos communautés, et voilà les réponses que j'ai eues. Donc première réponse, c'était l'open source. C'est vrai qu'une boîte qui va contribuer à l'open source a souvent augmente sa popularité. C'est vraiment quelque chose qui compte pour les développeurs. On est vraiment dans un écosystème où il y a beaucoup de choses partagées. On en utilise tous les jours. Et c'est vrai que c'est sympa si une société qui gagne de l'argent peut à nouveau contribuer à cet écosystème-là. Un autre moyen, c'est de communiquer sur vos compétences techniques. Donc ça peut être bien de mettre en place un blog technique. Idéalement, c'est bien si les gens sont pas forcés. C'est qu'on voit quelques sociétés où il y a vraiment des systèmes de rémunération avec des points, où les développeurs sont obligés d'écrire un article par mois ou des trucs comme ça. J'ai beaucoup de mal avec ça, c'est dommage. Enfin, à la base, normalement, vous avez des développeurs qui aiment ce qu'ils font, qui aiment partager leurs compétences, qui aiment venir à des événements. Et c'est dommage d'avoir à un moment à les forcer, à les contraindre à à rédiger des blogs. Donc, plutôt essayer de mettre ça sur un truc positif. Voilà, on vous offre la possibilité de communiquer, on vous donne la visibilité sur ce que vous écrivez, parlez des technos qui vous plaisent, et go quoi. C'est que si vous faites un blog, vous aurez moins de visibilité que si vous faites sur le blog de notre boîte, et ça peut être une bonne motivation comme ça. La participation aux événements. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, j'en avais parlé tout à l'heure. C'est très bien vu qu'une société intervienne dans un événement. C'est encore mieux vu si elle intervient de manière active, parce que le sponsoring, c'est une chose, mais ça peut être encore plus intéressant qu'il y ait un développeur qui prenne le risque de venir là, devant, et de parler d'une techno. S'il se viande, c'est la réputation de la boîte qui est en jeu, mais s'il réussit, la boîte a tout gagné. Ok, bon, vous allez me dire, bon, ça c'est original, mais bon, c'est pas fou, quoi. Alors j'ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas des trucs encore plus originaux? Donc là, c'est des exemples de trucs vraiment qui arrivent très peu souvent. Donc là, c'est une boîte qui s'appelle 1001 Menus. Ils ont quelques devs en interne, ils ont fait un défi. Donc on va sur la première page. Alors il faut cliquer OK. Après on arrive il y a un petit formulaire, c'est tout. Et on ne sait pas quoi faire dedans. A priori, quand je mets quelque chose dedans et que je mets OK, je reviens sur la même page. Et en fait, il faut ouvrir le code HTML, regarder ce qu'il y a dedans, et on dit, en fait, la réponse est machin, je la mets dedans, et ça m'amène à l'étape suivante, dans un truc plus difficile. Et c'est un truc qui a même marché, ils ont trouvé leur développeur avec ça, et voilà, c'était plutôt rigolo. Alors, tout ce que je vous montrer là, c'est que plus il y a des gens qui le font, moins le truc est fun, et moins ça marche. Donc l'idée c'est d'être le premier à le faire. Donc en fait toute la liste de ce que je vous montre là c'est des trucs à pas faire parce que ça a déjà été fait. Mais ça peut vous donner des idées de la liberté que vous pouvez avoir. Dimelo, qui est une société parisienne, qui organise de temps en temps des contests. Donc ils ont une problématique qu'ils veulent résoudre, mais qu'ils ont déjà résolu, et ils proposent aux développeurs de proposer des solutions à ce problème-là. Les gens gagnent un cadeau. Et c'est un moyen aussi d'activer la communauté, de remonter des bons profils sur ce qu'ils font. Encore plus original, c'est une société qui s'appelle Webidata, qui a carrément créé un niveau pour Portal, c'est un jeu vidéo. Et du coup, en fait, ils ont proposé aux développeurs de venir se tester là-dessus, et ils ont regardé ceux qui réussissaient le mieux à ce jeu vidéo, et ils ont sectionné leurs développeurs parmi les meilleurs de ce jeu. Parce qu'ils considéraient que ça faisait appel à un truc intellectuel assez intéressant, et ils se disaient, voilà, quelqu'un qui serait bon à ce jeu peut être un bon développeur, et du coup on va tester comme ça.
Donc là, c'est vraiment original. Le niveau est vraiment énorme, donc il y a un travail incroyable pour réaliser ce truc-là. Plus original, donc là, ça va parler codec, c'est si vous allez sur Vimeo et que vous démarrez la console JavaScript, ben, vous allez voir qu'il y a un petit message dedans. Donc il n'y a qu'un développeur qui va s'amuser à ouvrir la console JavaScript, le grand public le voit pas. Et il y a un petit message qui lui dit, bah, écoute, si tu veux, on cherche des profils et tu peux nous écrire sur notre site internet. Il y a SoundCloud qui fait la même chose. Donc si vous allez dessus, vous regardez la console JavaScript et vous avez ça qui s'affiche. Il y a plein de versions de ça. Il y en a qui, par exemple, vont le mettre dans la page HTML. C'est qu'il y a voilà, on édite le code source et puis au tout début, il y a un petit truc dedans. Et c'est quelque chose assez courant des développeurs. Donc, mais il faut des gros sites parce que si vous êtes un petit site, il n'y a personne qui va ouvrir le truc. Mais ça peut être intéressant, voilà, comme des boîtes Vimeo et tout, c'est vraiment pertinent. Encore plus tordu, si je regarde les headers de la page envoyée par WordPress ou Automatic, c'est la même boîte. Je vais voir qu'il y a dans les headers un header qui s'appelle Xhacker et pareil, qui va vous proposer de postuler chez eux. Donc là, c'est vraiment tordu parce que il y a peut-être encore moins de gens qui regardent ça, mais bon, WordPress peut se permettre de jouer à des jeux comme ça. Une conclusion à tout ça, donc quel que soit le moyen que vous utilisez, je pense que vraiment le plus important, c'est de reprendre la base. C'est qu'est-ce qu'un développeur cherche, de comprendre votre cible, c'est quelque chose qu'on ne va pas toujours. Vraiment discuter avec eux, vraiment les comprendre. Donc si vous êtes RH, voilà, allez boire un pot à des développeurs et demandez-leur c'est quoi qui vous plaît tous les jours, c'est quoi qui fait que tu restes dans cette boîte, pourquoi tu vas pas dans celle-là. Comprendre les trucs, c'est pas évident. Moi, souvent je discute avec des gens qui sont dans business ou RH et ils comprennent pas que ça peut être vraiment sympa de développer un algo justement qui va proposer d'autres produits qu'en en achetant. Et c'est vraiment sympa parce que on se casse la tête là-dessus. Il y a plein de défis techniques comme ça vachement intéressants et c'est intéressant de les comprendre pour pouvoir communiquer dessus. Donc, vous n'allez pas pouvoir les deviner parce qu'on vient de deux mondes différents. Et c'est intéressant de comprendre ce qu'on aime pour bien le rédiger. Donc voilà, la conclusion, c'est vraiment soyez humain, essayez de comprendre les gens, comprendre les développeurs et décrivez un post qui ferait rêver les développeurs et ça va marcher tout seul. Aujourd'hui, le marché est très compliqué, mais quand on s'y prend bien, ça marche. Donc voilà, prenez juste un peu de temps, discutez avec eux et ça va marcher tranquille. Donc je vous remercie. Il reste un peu plus de 20 minutes, donc on peut faire un échange. Donc s'il y a des développeurs qui ont un retour à faire sur des expériences qu'ils ont eues, s'il y a des RH qui ont des questions sur ce que je viens de présenter, la parole est à vous. Ouais? Attends une seconde. Un micro. Juste un petit retour par rapport à la liste des choses que tu as dit. Ouais. Sur les méthodes de recrutement. Le fait que notamment les sociétés de services essayent de penser aux développeurs comme des mecs en rut, donc à toujours sortir une RH bimbo et sexy. Parfois, il vaut mieux mettre un développeur barbu devant, ça passe peut-être mieux, ça fait quelqu'un avec qui on peut échanger peut-être plus facilement aussi. Voilà. Ok, bon retour. C'est vrai que c'est très courant. Celui de se balader au-dessus, on le voit très bien. Question. Je vais déjà commencer par te remercier parce que je pense qu'on va s'améliorer pas mal chez LT. Je pense qu'on a appris des trucs, non? Je sais pas, JB? Ouais. T'as dormi cette nuit? Ok. Juste un truc. J'étais chez un éditeur il y a 2 ans. Ouais. Et j'ai quitté cet éditeur avec une partie de la phrase suivante. Je suis ingénieur, pas développeur. Et pourquoi? Qu'est-ce qui m'avait gêné chez mon éditeur? C'est que certains produits venaient arriver sur le marché et on ne nous a pas demandé notre avis sur la façon dont on pouvait faire arriver ce produit, participer à la stratégie, quel était le meilleur angle d'attaque technique Okay. pour pouvoir le faire arriver et travailler sur quelque chose un peu ensemble. Okay. Et même si le climat de la boîte était quand même très, très, très sympa, c'est-à-dire il y avait de l'agilité partout, on était une équipe, on faisait des choses, il manquait la vision. D'accord. Et je pense que c'est un point important sur le développement, c'est-à-dire qu'il faut transmettre la vision de la boîte
pour... T'es considéré juste exécutant en fait. C'est on te demandait de faire un Voilà. taf et tu le faisais. Il y a quelque chose, pour moi, et alors je sais pas si tu as pu le voir, hein, mais euh, c'est dommage de travailler pour son chef, il vaut mieux travailler pour sa boîte. Ok. Et ça, il faut le faire sentir aux développeurs et même au sens du recrutement, lors du processus de recrutement. Clairement. On le voit sur les annonces qui sont postées chez nous, c'est clairement une société qui va dire, voilà, on est 4-5, vous allez pouvoir intervenir sur le produit, etc. Va avoir forcément plus de réponses qu'une SSI qui va dire, bon ben voilà, on recherche 4 développeurs Java, forcément ça va moins marcher. Et c'est effectivement, le développeur cherche aussi à contribuer à quelque chose d'important qui va être utile pour la suite. Ouais. C'est évidemment, évidemment. Question devant. J'avais une autre question sur les différences Paris-Province, Ouais. notamment sur tout ce qui était sondage, même statistique par rapport à Human Coders. Ouais. Est-ce qu'il y a des comportements différents? Parce que moi, je vois en province, c'est encore plus difficile de recruter, Ouais. notamment dans la partie Java. Je voulais savoir si parmi les axes que tu as mis en avant, si tu avais vu des différences ou pas. On n'a pas posé la question de là où ils habitent sur ce sondage-là. On peut voir des différences de comportement où quand même en province il y a moins d'agression sur le recrutement. C'est vrai que quand on habite à Paris, on est énormément démarché par les SSI, on le voit un peu moins en région. Il y a un autre comportement aussi, c'est que de plus en plus on peut travailler en télétravail, c'est que les sociétés parisiennes ou ailleurs d'ailleurs ont du mal à recruter, du coup font de plus en plus au télétravail. Donc c'est encore plus facile en région aujourd'hui de téléphoner à une boîte parisienne et de dire bah écoute, moi je travaille de chez moi à tel salaire, est-ce que tu me prends? Et ça peut marcher, alors qu'il y a quelques années ça marchait beaucoup moins. Est-ce que le télétravail, c'est un argument ou pas? Ça dépend. Là, c'est vraiment, il y a des développeurs qui aiment bien, il y a des développeurs qui n'aiment pas du tout. Mais c'est vrai que ça permet parfois des développeurs qui sont dans des régions un peu paumées où il n'y a pas de taf, de travailler avec des très bons salaires, parce que du coup, ils ont un coût de la vie moins important, et de travailler à des salaires parisiens dans des trous paumés, ça peut être pas mal. Donc il y a des développeurs qui sont vraiment intéressés par ça. On le voit plus en start-up. C'est très courant qu'il y ait des startups qui n'aient pas de locaux et qui soient. Voilà, nous on est deux, on travaille même pas dans les mêmes locaux. Et c'est assez courant de voir des sociétés comme ça qui dispatchent les employés. Il y a des startups un peu phares comme 36 Signal ou GitHub qui ont énormément de gens en télétravail. Et voilà, c'est difficile de contester la réussite de GitHub aujourd'hui. Ouais. J'ai une question aussi. Je sais que le concept de senior développeur en France, c'est pas quelque chose de très courant. Ouais. Est-ce que tu as des points à mettre en avant pour justement recruter plutôt des gens un peu plus seniors par rapport à des développeurs juniors ou qui ont quelques années d'expérience? Donc comment une société peut plus facilement recruter des développeurs seniors? Voilà. Par rapport à la province, c'est souvent des développeurs plus installés. C'est vrai. Souvent, ouais, alors déjà les sociétés ont souvent tendance à partir sur des développeurs débutants, principalement par SSI. En fait, je pense que peut-être qu'il faut sortir de cet écosystème-là. Il y a des sociétés autres que les SSI. C'est vrai que quand on est développeur et qu'on regarde pas trop l'écosystème, on peut rapidement voir que ça. Donc il y a des sociétés qui cherchent vraiment des gens compétents sur des sujets très pointus. Et ouais, il faut regarder. Il y en a qui communiquent vraiment, on le voit. Il y en a qui disent on cherche vraiment quelqu'un de très calé sur ce truc-là et on ne prendra jamais un junior parce qu'on a vraiment besoin d'une pointure. Et du coup, ça peut vraiment laisser la porte ouverte. Oui, mais là, c'est côté besoin pour l'entreprise. Mais qu'est-ce que tu mettrais en avant comme caractéristique dans ton offre d'emploi pour justement attirer ces seniors développeurs? Peut-être communiquer simplement qu'ils cherchent déjà un senior. C'est vraiment de le marquer dessus. Les seniors vont avoir alors je sais pas si ça se voit sur l'annonce, mais c'est peut-être sur la communication. Peut-être que les seniors vont chercher plus de stabilité. Essayer de comprendre aussi les besoins des seniors, essayer de communiquer dessus. Je sais pas si ça se voit trop au niveau de l'annonce. C'est vraiment le caractère pointu du profil recherché. Et après, essayer de communiquer sur ses besoins, etc. C'est peut-être des gens qui ont des enfants, qui ont besoin de flexibilité d'horaire, tu vois, des trucs comme ça que va pas avoir un. Mais va pas vouloir tu enchaîner. mettrais que la société est prête à donner de la flexibilité d'horaire directement sur l'offre Il y a- d'emploi en- ou c'est après que t'en Non, discutes? il y en a qui le font. Il y en a qui le font, c'est vraiment une culture d'entreprise justement de dire ok, nous on s'en fout. Alors, du moment que le salarié il est là entre 10 heures et 4 heures, écoute, nous c'est bon. Et il y en a qui le font parce que ça peut plaire à des gens qui sont pas matinales ou au contraire des gens qui se lèvent très tôt. Et du coup ça peut convenir justement à des seniors qui sont peut-être un peu moins flexibles là-dessus. Ouais. Question derrière toi.
J'aimerais juste savoir si vous avez un avis sur la tendance sur la délocalisation des développeurs. Ouais, à l'étranger. Oui, à l'étranger, oui. Bon, c'est un vaste sujet. Il y a des gens pour qui ça marche, il y a des gens pour qui c'est compliqué. Euh, ouais, j'ai vraiment les deux sons de cloche là-dessus. Il y a souvent des gros problèmes de communication. Il y a souvent, voilà, donc c'est là où ça va être compliqué, c'est qu'on va avoir peut-être des choses mal faites et ça va être difficile de corriger, de corriger, etc. Il y a des pays qui commencent à avoir un très bon niveau de dev, mais c'est vrai qu'avoir une équipe à distance où on parle pas la même langue, etc., du coup, ça peut amener de la complexité là-dessus. Oui. Donc, mis à part la complexité, c'est plus par rapport aux perspectives. C'est, par exemple, moi je parle en tant que développeur, ça veut dire que d'ici 10 ans, normalement, je devrais peut-être changer. Oui. C'est plus c'est plus ça la question. Est-ce que dans 10 ans, je devrais changer parce que je coûterais trop cher par rapport à d'autres gens qui sont moins chers? C'est pas très courant, hein. Enfin, il y a quand même beaucoup de sociétés françaises qui recrutent en France. Je sais pas, l'appel à faire du dev à l'étranger est pas si courant que ça. Donc, les sociétés encore reconnaissent le travail des ingénieurs français. C'est quand même plus facile quand on a le développeur dans ses locaux ou quand on peut l'appeler tous les jours et qu'on se comprend bien, qu'on peut le voir de temps en temps. Donc, je pense pas qu'il y ait un moment, on en parlait beaucoup, mais je sais même pas, j'ai même l'impression que cette vague s'estompe un petit peu. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui peuvent donner un retour là-dessus, mais ouais. Bah, je veux bien que tu donnes ton retour, ça peut être intéressant. Ah ouais. J'avais un retour là-dessus, c'est des sociétés qui ont envisagé justement d'aller dans d'autres pays parce que c'est trop dur de recruter des développeurs Java en France. Ok. Mais c'est plus par manque de compétences en interne, plus que par coût, en fait. Okay. C'était une autre approche. Ok. Pour répondre un peu à ta question, moi j'ai eu l'occasion de travailler dans pas mal de grosses boîtes avec des équipes mixtes France-étranger. Ce que j'ai constaté, alors après ça reste mon expérience personnelle, c'est que ces grosses boîtes au fur et à mesure elles finissaient par se désengager doucement de l'offshore. Soit elles dégageaient là-bas des trucs sans valeur ajoutée, du pur support qui en gros elles sont obligées de faire mais qui a aucun intérêt. Et elles ramenaient la partie développement métier, vraiment core business en Europe. Soit en fait ils avaient des énormes problèmes à cause du turnover et de l'augmentation du coût là-bas en fait. C'est-à-dire que le prix des développeurs là-bas, quand j'ai commencé moi, ils étaient à 100 € par mois. Maintenant ils sont à 500. Et en fait à 500 plus l'overhead plus tout ça, bah, ça fait beaucoup quoi. Et donc j'ai travaillé sur la même mission et j'ai eu l'occasion de faire passer des entretiens de recrutement donc en Inde. Il y avait des annonces avec tous les mots-clés. Okay. Et donc, dans les CV qu'on recevait, il y avait tous les mots-clés. Ah oui. Donc, bien sûr, première question, donc la personne en face ne correspondait pas. Génial. Bref. Sinon, sur les annonces, régulièrement, on reçoit des annonces qui sont vraiment pas terribles. Et régulièrement, avec d'autres collègues, on se forward les pires annonces des RH. Très bon. Voilà. Le bonbon, c'était quelqu'un qui avait changé sa photo. Et au lieu de mettre sa vraie photo, elle avait mis une photo d'une actrice de Plus belle la vie. Donc là, c'était parfait. Voilà. C'est tout. Très bon. Ouais, dans ta presse, tu es parti du postulat que les développeurs étaient un profil recherché. Ouais. Mais ça, personnellement, j'ai des gros doutes là-dessus, en particulier pour les développeurs seniors. Alors, est-ce que tu as des stats ou des infos là-dessus? Alors, sur la partie senior précisément, non. Mais il suffit de voir peut-être les prix des stands au-dessus pour imaginer que c'est les profils recherchés. C'est que les sociétés qui sont là-haut sont aussi là principalement pour du recrutement. Et voilà, ça coûte cher d'investir là-dessus. Donc les sociétés investissent beaucoup sur la partie recrutement. Quand nous on les a au téléphone, c'est vraiment des problématiques où voilà, ça fait nous on a des boîtes qui nous disent ça fait 6 mois que j'aurais dû recruter 10 devs et je les trouve pas. Et donc il y a vraiment des gros manques là-dessus. Le problème c'est que ces sociétés savent mal recruter et du coup il
il y a des gens qui se trouvent pas, quoi. Il y a des développeurs qui cherchent du boulot, parce on a des amis développeurs qui cherchent du boulot, des sociétés qui cherchent les bons profils, mais ils se trouveront jamais parce que le RH va mal communiquer, le développeur va pas forcément chercher au bon endroit. Mais non, enfin, l'écosystème aujourd'hui, il manque de développeurs clairement. Les sociétés ont énormément de mal à recruter. Et elles investissent beaucoup. Enfin, on voit des sociétés qui sont partout. On voit des gens des sociétés qui vont aller sur des trucs un peu limites, genre un peu spammer des forums internes tu vois, qui tentent des trucs un peu de la dernière chance. Et donc voilà. Non, je pense que les développeurs ont encore de beaux jours devant eux. Les meilleurs endroits pour trouver des postes, c'est plutôt aller sur des job boards, voilà, avec des plus petites communautés dessus. Tu auras, je pense, des offres d'emploi plus sympas parce que ça va être moins fréquenté par des RH et moins fréquenté par des grosses sociétés. Tu peux aller dans des événements où tu vas avoir, par réseau, tu vas pouvoir trouver des bons tafs comme ça. Et voilà, en développant ces trucs-là, je pense que ça devrait rouler. Ouais. Alors, on parle de pénurie de développeurs, mais enfin, moi, j'ai quand même l'impression que pour certaines grosses sociétés, il n'y a pas vraiment ce problème de pénurie. Dès qu'un poste s'ouvre, on a énormément de bons profils qui veulent justement quitter les SS2I, quitter Paris. Enfin, c'est vrai qu'on ne se retrouve pas forcément dans le discours de pénurie. Il y a des sociétés qui font bien leur travail, qui font vraiment un travail qui travaillent leur marque employeur, qui ont une bonne image de développeurs. Et ces sociétés-là n'ont aucun problème pour recruter. Voilà, il y a des boîtes qui sont vraiment sexy auprès des développeurs. Et évidemment, elles reçoivent des candidatures spontanées de temps en temps. Et le recrutement n'est vraiment pas un problème. Ouais. Donc il y a des sociétés qui le font très bien. J'ai l'impression que le problème, c'est plus les SS2I. C'est peut-être les plus touchés, mais non, tu peux avoir des grosses sociétés aussi qui développent des services en interne mais qui ont du mal, ou tu peux avoir des gens qui n'ont pas très bien compris. Ça arrive moi je croise deux gars sortis d'école de commerce qui cherchent un développeur et ils s'y prennent mal. Et tu vois, ils vont mal rédiger, ils vont pas aller au bon endroit, etc. Et pourtant, c'est une petite boîte qui pourrait vraiment plaire, mais c'est juste qu'ils n'ont pas très bien compris ce que cherche un développeur. Et je vois souvent, je fréquente beaucoup le milieu de l'entrepreneuriat, et c'est vrai que ça m'arrive très souvent de voir des entrepreneurs qui galèrent à trouver leur premier CTO. Ça peut être aussi quelque chose de compliqué. Ouais. J'aimerais avoir ton retour d'expérience sur Twitter et les annonces sur Twitter. Est-ce que ça rapporte, est-ce que ça amène vraiment des candidats sympas, ou est-ce que le job board suffit finalement et que Twitter c'est peut-être un à côté sympa juste? Alors je sais pas si alors j'ai pas l'expérience de juste balancer un tweet sans annonce liée. Je sais qu'une grosse partie du trafic qu'on a sur le job board vient justement des comptes Twitter qui sont attachés. Donc on a un compte Twitter par section. Et effectivement, on a quand même un bon trafic là-dessus. C'est des gens qui peuvent être en veille passive. Donc c'est des profils assez intéressants qui font pas forcément la démarche de s'inscrire sur des gros job boards et recevoir plein d'alertes. Ça se RT, ça se diffuse beaucoup mieux qu'une offre d'emploi. Donc c'est un canal vraiment intéressant. Ouais. C'est vraiment un canal de com très intéressant pour nous, et du coup je pense que ça a marché. Ouais. On surveille un peu les tweets qui sont balancés, et ça arrive souvent qu'il y ait une boîte qui dise je cherche un développeur machin, merci de RT, et c'est des tweets qui marchent beaucoup parce que les développeurs se les échangent, se les partagent et tout. Ouais. Ça peut bien marcher. Alors, moi je peux donner juste un tout petit retour sur ce sujet-là. Alors c'est pas pour un développeur, mais c'est pour un stagiaire. J'ai tweeté une fois donc une annonce, j'ai un certain nombre de followers, j'en ai 68 000, et j'ai eu 3 personnes qui m'ont contacté directement en me disant suite au message que vous avez écrit sur Twitter. Je m'attendais à avoir un peu plus. Maintenant, le lien que je mettais était quand même un lien vers un des job boards, donc je ne sais pas lesquels sont passés directement par le job board. Par contre, le fait que les gens m'aient contacté directement en me disant suite à votre message sur Twitter, on a étudié les candidatures avec beaucoup plus d'attention. Mais au niveau des métriques, je suis un petit peu déçu quand même, a priori. Ok. Oui, bonjour. J'ai pas vu la taille de l'entreprise comme un critère dans les retours des développeurs.
pourtant, dans les discussions courantes, j'ai souvent l'impression d'être un peu un alien de ce côté-là, parce que j'ai toujours aimé dans ma carrière rejoindre des structures très petites, voire être le premier, le salarié numéro 1, numéro 2, dans des startups, ce genre de choses. Et quand j'en parle à des collègues, la plupart disent « Ah non, moi j'ai décliné parce qu'ils étaient que 7 et ça me paraissait trop risqué, trop dangereux. » Et donc, clairement, on a le sentiment que les gros groupes, les corporates, ont un avantage énorme lié à leur taille. Ça fait écho d'ailleurs un petit peu à la remarque de l'attractivité de certaines grosses entreprises qui naturellement attirent beaucoup de monde parce qu'elles sont grosses. C'est quelque chose que j'ai toujours encore du mal à comprendre, parce que réellement, on n'a pas un gros risque avec la loi française, même en cas de faillite, c'est même pas très dangereux. Et les aventures petites sont très intéressantes. Mais c'est un aspect là-dessus, tu as un feedback, tu as des choses Alors effectivement, ça ressort pas du tout dans le sondage. C'est quand on a coupé un petit peu, il y avait d'autres critères, mais qui avaient très peu de retours. Et la taille n'est pas du tout arrivée dans les critères qui ont été proposés là-dessus. Ce qu'on voit sur notre job board à nous, c'est clairement les petites sociétés ont plus de candidatures que les grandes sociétés, principalement parce que souvent elles communiquent mieux, c'est qu'elles vont communiquer sur les technos qui sont dedans, elles vont communiquer sur le produit à développer, alors que les sociétés vont juste donner une liste de critères de sélection. Et non, mais on connaît des RH qui font très bien leur boulot et c'est vachement bien. Non, mais des fois, voilà, il y a tellement d'abstractions que du coup, la personne qui rédige l'annonce ne comprend pas le profil recherché. Et du coup, là, forcément, ça déconne. Mais il y a des RH qui font bien sûr très bien leur boulot. Et du coup, on se retrouve avec des belles annonces qui auraient pu être écrites par un développeur. Et on a aussi des développeurs qui écrivent de très mauvaises annonces. Moi, c'était mon cas les premières fois que j'ai recruté, où je suis allé sur un job board, j'ai copié-collé la première annonce que je trouvais sympa. Et je suis parti aussi dans l'annonce standard avec la description bateau de la société devant. Et donc il y a des développeurs qui peuvent aussi mal recruter, clairement. Oui, alors je reviens sur ce qui a été dit. En fait, principalement dans la présentation, ce qui compte, c'est l'intérêt du travail. Ouais. Et c'est vrai que je rencontre beaucoup de développeurs en SS2I qui disent moi, peu importe, tout ce que je veux, peu importe ce que je vais faire, ce que je veux, c'est quitter le fonctionnement SS2I, parce que c'est pas tant le travail qui me dérange, c'est le fonctionnement et l'organisation du travail. Justement, des gens qui ont été plusieurs années en SS2I qui se disent ce travail-là ne m'intéresse pas, mais je postule pour entrer dans ce groupe parce que vous avez une chance, vous vous en rendez pas compte, nous en SS2I, on est un peu traité. Et moi, est-ce que si on rajoutait le critère SS2I, non SS2I, est-ce qu'il ne serait pas dans les premiers choix et si on refait le tableau avec pourquoi les gens veulent rentrer dans l'entreprise, pourquoi les gens restent dans une entreprise, ce serait intéressant aussi de faire le delta des... Effectivement. Après, il y a tout en SS2I, c'est qu'effectivement, il y a les grosses SS2I qui ne sont pas très appréciées par les développeurs. Il y a des petits SS2I, je pense, qui font bien leur boulot. Il y a des SS2I de 10 personnes qui sont vraiment super. Ouais, non, ça peut jouer, ça peut jouer là-dessus. Il y a des job boards, par exemple, il y a Remix Jobs qui a récemment mis une case à cocher pour enlever les SS2I et les annonces de RH, si j'ai pas de bêtises, les annonces de cabinet de recrutement. Et donc effectivement, il y a des développeurs qui sélectionnent là-dessus, mais c'est peut-être un peu trop brut, quoi. C'est qu'il y a peut-être du bon, il y a peut-être des SS2I qui font très bien le boulot, j'espère. Et du coup, c'est dommage de tout écarter, peut-être. Bonjour. Bonjour. En tant que RH, je vais essayer de rebondir sur les deux dernières questions. Ouais, c'est super intéressant. C'est vrai que plusieurs fois, j'ai été confrontée à des personnes qui voulaient absolument quitter le mode SS2I. Et quand on fait partie d'un grand groupe, ce que j'ai trouvé pertinent, c'est surtout de dire que au sein de telle ou telle boîte, les gens travaillent au forfait. Et ça, c'est une considération que beaucoup de personnes semblent rechercher, en tout cas, de se dire que quand bien même elles vont intégrer une agence entre 150 et 300 personnes, elles travailleront quand même au sein d'une même équipe, etc. Ça semble un critère très important. Et peut-être pour les personnes qui recrutent, il faudrait, je pense, le préciser en plus, parce que ça va leur dire, voilà, vous ne serez pas baladés de projet en projet, qui semble vraiment beaucoup les déranger dans leur démarche de recherche. Après, pour répondre à l'autre question, pareil, avec un retour d'expérience, c'est vrai que plusieurs fois, j'ai des personnes qui en fait souhaitaient rejoindre des grands groupes parce qu'elles ne voulaient pas rejoindre une équipe de 5 personnes, parce qu'elles se disaient si du coup je suis là en qualité de développeur, ça veut dire que je vais faire un peu de front, je vais faire un peu de PHP, et en fait je vais avoir beaucoup de casquettes, alors qu'en intégrant une équipe complètement constituée avec des experts, par exemple en intégrant une équipe PHP, je vais pouvoir toucher à des expertises et à monter en compétence sur la technique qui m'intéresse, plutôt que de toucher, d'être polyvalent plutôt qu'expert. Ok.
Ouais, je pense que vraiment sur la taille d'entreprise, on voit de tout. C'est que moi, ça m'arrive très souvent de croiser et c'est mon cas, des développeurs qui sont fans de petites boîtes. Moi, j'ai toujours été un des premiers salariés des sociétés dans lesquelles j'ai bossé. Et effectivement, du coup, c'était touche à tout. C'était des fois, c'est moi qui allais représenter la boîte dans un événement, mais ça me plaisait beaucoup. Voilà, c'est vraiment ce que je recherchais. Il y a des développeurs qui cherchent ça. Après, effectivement, il y a des gens qui veulent vraiment monter en compétence sur un point technique. Et là, du coup, c'est vrai qu'on va plus le retrouver dans des sociétés un peu plus grandes où, du coup, chacun a son taf et je peux me concentrer que sur cette techno-là. Ouais. Une dernière question. C'était une remarque. Le deuxième point mentionné, c'est quand même le salaire. Ouais. Et quand on parle de pénurie de développeurs, et qu'à côté de ça, on voit que les salaires, et notamment les salaires des juniors, ont quasiment pas changé en presque une dizaine d'années, il y a un problème. Oui, parce que pendant ce temps-là, ailleurs, dans d'autres pays, il y a des gens qui proposent des carrières. Déjà des carrières de développeurs et en plus avec un début de carrière qui valorise le développement. Clairement. En France, non. Clairement. C'est de plus en plus, je vois des développeurs qui vont dans d'autres pays d'Europe, à Londres, en Irlande, aux États-Unis, justement parce qu'ils arrivent à avoir des salaires bien plus élevés que ce qu'on peut avoir en France. Et on va pouvoir trouver quand même des sociétés qui comprennent aujourd'hui en France qu'il faut bien payer les développeurs. Mais c'est vrai que c'est pas très courant. C'est pas très courant. Effectivement, c'est étonnant que ça bouge pas, alors souvent ils montraient le salaire, ils auraient bien plus de candidatures. On le voit, c'est que des sociétés qui payent bien ont évidemment bien plus de réponses que des sociétés qui paient mal. C'est évident. Ok, merci. Merci d'être venu.